Bonsoir à tous et à toutes. Merci à ce public fidèle et nombreux de venir assister à cette table ronde. Donc table ronde avec 4 invités. Alors je vais tout de même vous les présenter avant de leur donner la parole. Près de moi, la personne qui interviendra en 4e position, si j'ose dire, c'est Lolita Voisin. Bonjour. Bonjour. Lolita Voisin. Voilà, à côté de Lolita Voisin, nous avons Alice de la Bruyère, bonjour. Et nous avons Alix de Saint-Venant. Bonjour. Et Thierry Cantalupo, donc, qui est photographe au service patrimoine et inventaire, donc direction culture et patrimoine en région Centre-Val-de-Loire. Donc si je commence cette table ronde par vous donner la parole, alors ce n'est pas de l'impolitesse de donner d'abord la parole au monsieur, c'est parce que nous souhaitions faire un flashback sur la saison de l'IEHCA, donc de la Villa Rabelais, puisqu'il y a déjà eu une rencontre autour de cet ouvrage Potager et jardin d'utilité en région Centre-Val-de-Loire, inventaire photographique, et justement vous avez participé grandement à cet ouvrage, Thierry Cantalupo, avec votre collègue Vanessa Lamorlette-Pingard. Et pendant cet échange, vous verrez 10 photos qui sont extraites de cet ouvrage. Alors peut-être voulez-vous revenir sur cet ouvrage. Comment on fait un inventaire photographique des potagers et jardins d'utilité, entre autres les jardins de Valmer et autres jardins et potagers familiaux. En fait, cet ouvrage, je ne sais pas si pour la caméra vous avez un micro, mais je ne sais pas si on peut. En fait, cet ouvrage est né à la suite d'opérations montées par la région Centre-Val-de-Loire à l'occasion du 500e anniversaire de la Renaissance. Et à cette occasion, le service patrimoine et inventaire avait composé un ouvrage, c'était le premier inventaire photographique autour de la Renaissance dans notre région. Et par la suite, la région a souhaité faire perdurer ce type de projet avec les nouvelles renaissances et a pris pour thème le bon vivre, la gastronomie, la nature, etc. Et donc on a décidé, rebelote, de faire un autre ouvrage dans la veine de celui sur la Renaissance. Et donc un nouveau inventaire photographique. Alors, à l'inventaire du patrimoine, on a l'habitude de faire des publications, des ouvrages à l'issue de nos recherches, mais ces ouvrages sont en général, ils rendent compte des recherches des historiens qui travaillent sur le patrimoine. Et ces ouvrages sont en général assez scientifiques, ils ont une portée assez scientifique. Et là, nous avons voulu faire un petit pas de côté et donner la prédominance à l'image, vraiment, et en même temps offrir aux photographes la possibilité de faire aussi ce pas de côté, c'est-à-dire de pouvoir présenter des photos qui ne sont pas purement les photos que l'on attend de nous dans notre pratique, c'est-à-dire des photos extrêmement documentaires, extrêmement lisible du sujet qu'elle représente. Et là, on s'est permis un petit peu des digressions de cadrage et de composition d'images pour essayer de parler non pas seulement de la composition et de la structure du jardin, mais aussi peut-être de son ambiance et de ce que l'on y a ressenti chacun, les 2 photographes, puisque donc on est essentiellement 2 photographes à avoir réalisé ces images entre 2020 et 2021, enfin sur 4 saisons. Voilà, et donc les photos du jardin de Valmer sont de vous. Donc comment ça se passe quand on est missionné pour faire des photos? Est-ce que vous êtes réparti le travail avec votre collègue? Est-ce que vous avez été volontaire pour faire ces photos au jardin de Valmer, dont on voit ici une photo d'ailleurs, une photo du potager, dont Alix Saint-Venant nous parlera ensuite. Comment ça se passe? Alors, vous passez une journée entière, vous allez plusieurs fois, comment on fait un inventaire? Alors, pour les jardins du château de Valmer, c'est un peu particulier parce que j'ai eu l'occasion de me rendre une petite dizaine de fois peut-être pour faire des photos dans ce jardin.
mais c'était à l'occasion d'une recherche topographique, c'est-à-dire menée par Arnaud Pocton, qui fait un inventaire en pays Loire-Touraine. Et à l'occasion de sa recherche qui portait sur toute la vallée de la Brenne, nous étions bien évidemment arrêtés à Valmer. Donc les photos qui ont été faites à cette occasion-là ont été pour moi la première approche photographique de jardin, puisqu'on a l'habitude de photographier de l'architecture, du mobilier, des objets, mais le jardin c'est quelque chose de très très particulier qu'on n'a pas l'habitude à l'inventaire du patrimoine d'étudier, parce que c'est aux confins du paysage, et ça on n'a pas disons le thésaurus pour aborder le paysage et le patrimoine immatériel changeant. Donc c'était ma première approche personnellement du jardin. Donc comment aborder un jardin et en rendre compte, comme on rendrait compte d'une cathédrale ou d'un calice. C'était un exercice assez nouveau pour moi. Après, en ce qui concerne le livre, on s'est effectivement partagé, tout l'ensemble du service a répertorié un peu les jardins qu'il fallait absolument aller voir et dont il fallait absolument rendre compte, au moins par la photographie. On a fait cette sélection tous ensemble, et puis ma collègue Vanessa Lamorlette-Pingard et moi-même, on s'est partagé le territoire. Voilà, donc patrimoine immatériel et patrimoine vivant aussi. Donc on imagine qu'il y a tout un jeu peut-être sur le moment, le temps, la lumière, l'époque de l'année. Donc comment on organise concrètement la mise en photo d'un jardin? Alors effectivement, le jardin, plus encore que tout autre objet photographié par les photographes du patrimoine, nécessite vraiment qu'on soit attentif à la période à laquelle on réalise les photos, à la météorologie bien sûr, mais aussi au moment de la saison, enfin au moment des saisons. Donc évidemment, on a envie de photographier, de faire de la belle photo, en plus d'être une photo documentaire, de faire de la belle photo. Et donc d'aller visiter les jardins au moment où ils sont le plus épanouis, bien sûr, où ils présentent les plus belles couleurs, etc. Mais malgré tout, il est intéressant pour nous aussi d'avoir tous les moments de l'année sur la photo. Donc l'organisation de tout ça est un petit peu complexe, parce qu'il faudrait être dans tous les jardins en même temps, donc je sais pas, 200 et quelques jardins qu'on a répertoriés, enfin, qu'on a choisi de photographier. Il faudrait les faire tous en même temps, et on les a photographiés sur une seule année. Donc on ne pouvait pas être partout à la fois, et on a essayé de chercher quels étaient les jardins qui pouvaient présenter un intérêt tout en étant photographiés à des moments où peut-être ils n'étaient pas ils ne présentaient pas la meilleure floraison, etc. Donc c'est un travail qui s'est fait un petit peu comme ça, avec l'aide de l'association des parcs et jardins de la région Centre, voilà, avec Michel Quentin et Charlène Potillon, qui nous ont aidés comme ça à tracer un parcours à l'année dans les jardins, à aller voir plutôt celui-là à telle période, plutôt celui-là à telle période. Donc les photographes ont suivi un peu les conseils des connaisseurs de jardin. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez bénéficié des conseils d'Alix de Saint-Venant pour faire votre série de photos? Est-ce que vous avez échangé avec elle? Pour moi, c'est fondateur, c'est fondamental, puisque c'était vraiment, je me souviens qu'on me disait il faut penser jardin. Alors qu'est-ce que ça voulait dire penser jardin pour moi qui n'en avait pas l'habitude? Donc effectivement, on s'est rencontrés, on a discuté. Vous m'avez expliqué un peu comment tout ça a été ordonnancé, etc. Et pour nous, c'est important d'avoir d'abord une compréhension de ce qu'on photographie pour le photographier au mieux.
quand on veut, encore une fois, restituer en photographie de manière très documentaire, c'est-à-dire qu'on comprenne la structure, qu'on comprenne les éléments qui sont fondamentaux et qui en font des jardins intéressants pour des chercheurs de l'inventaire du patrimoine, par exemple, s'ils sont clos de murs, etc. Donc, si la perspective est importante, alors c'est peut-être plus vrai dans les jardins d'agrément que dans les jardins potagers en général, mais bien évidemment pas toujours. Et la structure d'un jardin potager, enfin vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais elle est peut-être plus régie par sa fonction. Et donc il faut comprendre quelle est la fonction pour ne pas louper à la photographie voilà, ce qui fait que c'est un jardin dans lequel on travaille. Ça n'empêche qu'ils peuvent avoir des caractères aussi esthétiques aussi à ne pas louper, mais on essaye de ne pas être happé par le côté uniquement esthétique pour ne pas perdre la documentation. Après, dans ce livre-là, c'est un petit peu particulier. Par exemple, une photo que vous avez retenue, je crois, du jardin de Valmer, où on voit une plante, le nashi. Nashi, c'est ça. Voilà ça. C'est une photo, par exemple, qui n'est pas une photo d'inventaire du patrimoine, parce que on ne voit pas très bien comment sont constitués les plans, etc. Donc on est un petit peu dans la photographie qui va chercher l'esthétique, la composition purement, et peut-être un petit peu la poésie du lieu avec les lignes et les taches, enfin, contrairement à la photo précédente qui essayait de montrer comment était structuré le jardin. Bien sûr. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que ça, c'est une photo documentaire pour moi. C'est une photo documentaire de la manière dont on palisse un arbre fruitier, par exemple. Et c'est une vraie technique. Donc ça pourrait être considéré aussi comme une photo technique. Ouais. Voilà. Disons que peut-être... Voilà. Disons que j'aurais peut-être cherché, pour en avoir une compréhension complète, à avoir peut-être le pied de la plante palissée. Voilà, pour savoir est-ce qu'on est en haut ou est-ce qu'on est là, on est loin du sol ou pas. Là, on ne peut pas le savoir. Voilà, et bien, puisque je vois que Alix de Saint-Venant a envie de prendre la parole, je me tourne vers vous. Alors, vous êtes botaniste et paysagiste, Alix de Saint-Venant, et en 2000, vous avez eu envie de donner, disons, une autre tournure au jardin de Valmer, donc de passer peut-être d'un jardin dit historique à un potager et fruitier conservatoire. Donc, jardin qui, dès 2004, d'ailleurs, a reçu, je crois, le label de jardin remarquable. Donc, est-ce que vous voulez nous rappeler peut-être quelles étaient vos motivations pour mettre ce projet-là en œuvre? Alors, les motivations à l'époque, il faut replacer une rapide description de Valmer, peut-être. C'est un jardin qui date du début du XVIe siècle, qui est très italien et qui est une série de terrasses assez semblable au jardin des villas en Toscane de la même époque. Et donc, classiquement, dans ce genre de jardin, il y a plusieurs terrasses et à un moment donné, il y a un potager qui, évidemment, se trouve en général en bas, parce que la terre est meilleure, c'est moins sec, on est près de la rivière, etc. Et donc, c'est un monument historique, d'abord. Et à Valmer, la particularité avec ces terrasses, c'est que c'est d'abord un jardin d'architecture. J'ai coutume de dire que même s'il n'y avait pas une plante, ça serait beau, parce que l'architecture est magnifique. Ça se suffit presque à elle-même. Mais néanmoins, dans ces 5 hectares de jardin, il y a 1 hectare de potager, qui est la taille classique d'un potager de château, fait pour nourrir environ une quarantaine de personnes. Et quand je me suis marié, il y a 50 ans maintenant, j'ai épousé mon mari, mais j'ai aussi épousé le jardin. Bon. Et comme il se trouve par ailleurs que je suis paysagiste, je suis arrivé là, on habite à Paris, j'ai eu des enfants, je les ai élevés, parce que je crois que c'est le plus beau métier du monde, et puis ma belle-mère régnait sur les terrasses, de toute façon, donc tout allait bien. Et puis en 2000, il y a eu 2 choses d'abord.
qu'on a quitté Paris. On habitait Paris, on était là tous les week-ends aller-retour. Et on a quitté Paris, on s'est installé complètement à Valmer, et rien n'aurait été possible sans ça, parce qu'on ne peut pas faire un potager d'1 hectare à distance, ça c'est pas possible. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'on était depuis quelques années déjà ouvert au public, et que ce potager était, Dieu merci, resté en l'état, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de tennis ni de piscine mis dedans, parce que ça, c'est le sort d'énormément de potagers historiques. Dans les années 60, le tennis, dans les années 80, la piscine, donc, en gros. Et donc, ça avait gardé son dessin, et c'était juste 4 carrés d'herbe qui étaient fauchés 4 fois par an. Et à partir du moment où on était ouvert au public, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant pour les visiteurs de voir des légumes et des fleurs que des carrés d'herbe. D'une. De deux, à partir du moment où on habitait là, et ben, potager c'est fait pour manger. Donc la deuxième idée, c'était vraiment de pouvoir se nourrir de son potager. C'était pas encore très à la mode à l'époque. Maintenant, tout le monde essaye de le faire, et c'est bien. Et la troisième raison qui m'a décidé, c'est qu'est arrivé à ce moment-là à Valmer un jardinier absolument fantastique qui s'appelait Sébastien Verdière, qui malheureusement n'est plus là, et sans qui je ne me serais pas lancé dans ce truc de dingue, parce qu'il fallait vraiment être dingue pour se lancer là-dedans. Et voilà. Et l'autre idée qu'on a eue dès le départ, c'était d'essayer, ça qu'on a appelé potager conservatoire, de rassembler le plus grand nombre possible de plantes comestibles. Pas simplement des fruits et légumes, mais de plantes comestibles. Notre Bible à l'époque, c'est toujours la Bible de n'importe quelle personne qui cultive un jardin potager. Ça s'appelle Les plantes potagères de Villemorin-Andrieux, première édition 1871, dernière vers 1920, qui recense, je ne sais plus le chiffre, mais des centaines et des centaines de plantes. Et donc on s'est dit, on veut toutes les retrouver. Voilà, tant qu'on ne les aura pas toutes, on ne sera pas content. Évidemment, on ne les a pas toutes retrouvées. Mais on en a retrouvé beaucoup. Et c'était aussi pas très la mode à l'époque, mais les fameux légumes anciens, légumes oubliés, etc. On pourra discuter là-dessus peut-être. Et voilà. Et donc on a remis en culture ce potager. Évidemment, les visiteurs trouvent ça plus intéressant, d'autant qu'ils peuvent absolument tout déguster, que s'il y avait 4 carrés d'herbe. Et 2014, vous avez ajouté de la vigne aussi. Oui, alors parce que j'ai la collectionniste, donc évidemment on collectionnait plein de plantes comestibles. J'ai longtemps eu une collection de gourdes, de calebasses. J'ai été la reine des gourdes pendant 10 ans, quand même, et fière de l'être. Et maintenant j'ai un peu levé le pied, mais j'ai toujours des gourdes dans mon jardin. Et effectivement, Valmer, c'est pas simplement un jardin, c'est tout un domaine et sur lequel il y a de la vigne. Et on est en pleine appellation contrôlée Vouvray. Et donc j'ai trouvé intéressant aussi de faire un petit conservatoire de cépages. J'ai planté les 18 cépages autorisés à faire du vin en vignoble AOC de la vallée de la Loire. Et ça aussi, je trouve ça intéressant, d'abord pour les conserver, mais ensuite parce que je m'étais rendu compte qu'à ma connaissance, il n'y a pas de conservatoire de la vigne ouvert au public. Donc on ne peut pas tout voir, les différents cépages. Et donc là, il y a 18 cépages, des blancs, des rosés, des rouges. Et parce que j'ai un mari et un fils qui, évidemment, sont vignerons, et qui, vous savez, quand on discute de vin, c'est banane, cassis, framboise écrasée, amande grillée, etc. Enfin bon, il y a tout un vocabulaire. Et à la fin, ça se termine toujours un jour ou l'autre par ces fruités. Qui a réellement mangé un grain de cabernet ou un grain de chenin mûr, en même temps qu'il buvait le vin fait avec ce raisin? Pas grand monde, je pense. Et donc c'est ça l'idée. Là, mes vignes, elles ont gelé, elles ont eu des tas de problèmes, mais je pense qu'à partir de cette année, elles vont quand même commencer à produire. Et à ce moment-là, l'idée, il faudra inviter du monde, parce que nous, on fait du Vouvray, donc c'est que du chenin, c'est monocépage. On va inviter les autres qui font les autres cépages, et on va déguster réellement. Voilà, et ces vignes, elles sont bordées de roses aussi, je crois. Oui. Alors ça, c'est plutôt un clin d'œil. C'est ce qui se faisait autrefois dans les vignobles, quand les rosiers étaient des rosiers qui attrapaient toutes les maladies possibles, et spécialement l'oïdium. Et donc on prenait exprès, c'était pas pour faire joli, hein, c'était technique. Ça permettait, le rosier attrapant la maladie plutôt que la vigne, c'était un avertisseur pour le vigneron, pour lui dire qu'il fallait traiter ses vignes. Alors maintenant, évidemment, on a des rosiers modernes qui n'attrapent plus de maladies, qu'on n'a plus besoin de traiter, mais on les laisse parce que ça fait joli et que ça sent bon. Et que ça se mange, parce qu'on mange les pétales de rose.
Voilà, et d'ailleurs, vous avez mentionné tout à l'heure les variétés anciennes, entre guillemets. Je crois que vous préférez parler de variétés patrimoniales. Alors, quelle est la différence? Oui, c'est-à-dire que le mot variété ancienne, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend de ce qu'on appelle ancien. Mais 99% de ce qu'on cultive dans nos jardins date du 19e siècle, si on parle des variétés de légumes. Bon. Donc ancien, oui, enfin, pas tant que ça, quoi. Et je pense plutôt, j'aime mieux dire patrimonial. On a dit aussi beaucoup les légumes oubliés. Bon, ben non, s'ils sont dans nos jardins, c'est qu'ils sont retrouvés. Moi, je les appelle les légumes retrouvés. Et un certain nombre, il faut bien dire qu'on les a oubliés parce qu'il y avait des bonnes raisons. J'en profite pour lancer un appel au peuple, puisque j'ai le micro. Je cherche toujours désespérément, je n'ai jamais retrouvé, le cardon de Tours. Il est dans le livre de la Ville-Morin, qui dit que c'est le plus épineux et le meilleur. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je demande partout, chaque fois que je peux, aller voir dans le jardin de votre grand-mère s'il n'y a pas une espèce de chose qui ressemble à un artichaut, mais en horriblement piquant, et peut-être ça serait le cardon de Tours. Je ne l'ai toujours pas retrouvé, mais voilà un bon exemple d'un légume qui a été oublié, et on comprend pourquoi, parce qu'il est très piquant. Et maintenant, on a inventé des cardons qui n'ont plus une seule épine. Donc c'est plus facile. En plus, ils poussent mieux, ils sont plus volumineux, on les coupe plus facilement pour les mettre dans les boîtes de conserve. Donc c'est tout ça qui a fait qu'on a oublié des légumes. Mais ces cardons inermes, par exemple, ont une beaucoup moins bonne texture et un goût bien moins bon aussi. Donc on a perdu dans de qualité gastronomique. Bon, voilà. Voilà, bon alors, avis, si quelqu'un a des cardons de Touraine dans son jardin, n'hésitez pas à vous manifester. Mais cela étant, vous avez quand même retrouvé presque toutes les autres espèces. Alors comment on les trouve, ces graines? Où est-ce qu'on les débusque? Alors à l'époque, c'était beaucoup plus difficile à trouver. Là, vous avez une très belle photo d'une partie de la collection de haricots, par exemple. On les retrouve, moi j'ai eu 3 manières de les retrouver. En allant voir les gens qui savaient, les gens qui avaient maintenu la chose. C'est des gens comme M. Bourgois, des gens qui, alors que ce n'était pas du tout la mode, avaient conservé ces variétés. Et ils m'ont donné des graines. Après ça, je fais autant que je peux des voyages botaniques, et donc j'ai rapporté, pour le coup, pas des variétés françaises, mais du monde entier. Dès que je voyais un jardin, j'allais voir la dame qui était là, et elle me donnait une graine de sa citrouille ou un haricot de son truc qui grimpait à 20 mètres dans un arbre. Donc ça, c'est un peu du monde entier. Et puis j'ai eu la chance de trouver par hasard sur Internet, ça c'est la merveille d'Internet, l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, qui est la banque de gènes de la Russie, anciennement de l'URSS, et qui a des millions d'accessions, dont énormément de plantes françaises, totalement disparues en France, et que eux ont conservé. Et ils m'ont donné ces graines-là. Parfois, je les ai aidés à les recaractériser, parce que les graines, ça évolue, les plantes, ça évolue. Et on a eu des échanges très, très fructueux avec cet Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg. Et j'ai retrouvé, par exemple, des tomates, enfin, je sais pas quoi, des noms français absolument banals, merveille des marchés. Bon. Et ben, on l'avait jamais vu depuis 100 ans, peut-être, sur nos marchés. Et donc ça, c'était tout un travail très, très intéressant à faire aussi. Après ça, j'ai eu jusqu'à 2500 différentes plantes dans le jardin, pas exactement dans le jardin, mais dans les congélateurs. Parce que les graines, ça se garde au congélateur, c'est mieux, c'est moins mangé par les souris. Et maintenant, j'ai un peu levé le pied, je n'ai plus autant de variétés, mais après avoir... ça touche tout de suite à la pérennité des jardins, qui est le sujet majeur, et à la pérennité des plantes aussi. Et donc, quand j'ai cessé de faire cette collection aussi complète, j'ai donné mes graines à 2 endroits, à Savigny-le-Temple, où ils conservent toutes les plantes potagères d'Île-de-France. Donc il y a du boulot, parce qu'il y a tout Villemorin. Et puis sinon au CRBA, qui est le Centre de recherche de botanique appliquée à Lyon, qui a repris d'ailleurs le flambeau, qui travaille beaucoup avec l'Institut Vavilov, qui crée des jardins Vavilov en France en ce moment, et qui gardent ça dans leur congélateur, et qui petit à petit les ressortent et les remettent en culture. Et puis, sinon pour trouver des graines, alors locales, on a la chance d'avoir dans la région centre l'URGC, qui fait un travail absolument formidable pour conserver et diffuser, c'est pas tout conserver, il faut diffuser, que ça aille jusque dans nos assiettes, les variétés locales, à la fois végétales et animales. Alors, animales, ne me demandez pas, j'ai une de Touraine, la poule noire du Péry, je les ai dans mon poulailler, mais j'en sais pas plus. En revanche, il y a tout un travail qui est fait pour les graines, et on est à un certain nombre de jardins
qui faisons partie de l'association des parcs et jardins Région Centre, et qui avons des potagers, à cultiver ces plantes pour que les gens puissent les voir. Le haricot comtesse de Chambord, la sucrine du Berry, le melon sucrin de Tours, le céleri violet de Touraine, qui est très à la mode en ce moment. Et donc les gens peuvent les voir, nous on les mange. On renvoie des graines, quand ce sont des plantes autogames, c'est-à-dire qu'elles peuvent se reproduire sur elles-mêmes par leurs graines, on en renvoie à l'URGC qui permet à nouveau de caractériser ou de voir s'il y a des évolutions et de en redistribuer. Et l'URGC fait un beau travail parce que non seulement elle conserve les plantes, mais elle s'occupe aussi de gastronomie. On a édité des petits livres avec comment faire cuire ces choses-là. Voilà, donc URGC, au passage, c'est l'Union pour les ressources génétiques du centre. Alors peut-être une autre parenthèse, vous avez parlé de plantes autogames. Alors est-ce qu'on peut faire la différence entre allogame et autogame? Alors on va faire un peu de technique là, oui. Une plante autogame est une plante qui, je vous donnerai l'exemple de la tomate ou du haricot, peut se polliniser elle-même sur la même plante. Et donc, à 99,9%, parce que dans la nature, rien n'est à 100%, à 99%, si vous ramassez des graines de votre tomate cœur de bœuf et que vous les ressemez, vous aurez une tomate cœur de bœuf. Alors qu'une plante allogame, par principe, va s'hybrider. C'est-à-dire que, à moins que vous ayez zéro abeille et zéro pollinisateur, ce qui est quand même rare, elle va s'hybrider avec n'importe qui de sa même espèce. Mettons que vous ayez un potimarron dans votre jardin et un gros potiron pour Halloween. Si vous ramassez votre potiron, vous le mangez, vous gardez les graines, il peut très bien avoir été fécondé par le potiron Halloween. Et donc, si vous ressemez cette plante, vous n'aurez pas un potimarron. Vous aurez un hybride entre le Halloween et le potimarron. Et donc ça, c'est très compliqué de garder soi-même ces plantes comme ça, à moins de faire de la fécondation manuelle, je ne vous dis pas. Et c'est pour ça que c'est tout un métier, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'appellent des semenciers, c'est le métier, de fabriquer des graines. C'est-à-dire qu'ils ont des cages en moustiquaire dans lesquelles ils mettent un chou, plante éminemment allogame aussi, un concombre et un potiron, et ils mettent des bourdons dedans, et au moins on est sûr que le chou ne va pas s'hybrider avec le potiron, etc. Et donc là, on peut refaire des graines avec la pureté variétale. Et ça, c'est un métier, c'est d'être semencier. Voilà, et alors il me semble que 4 et 5 juin, il y a un événement à Valmer qui s'appelle Les Jardins face au changement climatique. Alors justement, on fait de changement climatique. Est-ce qu'on remarque déjà des changements à Valmer, justement, pour ce qui est de la sécheresse et du manque d'eau? Oui, bien sûr, comme tout le monde, hélas. Oui, c'est ce thème-là et le thème qui a été choisi pour la journée européenne maintenant de rendez-vous au jardin. Donc partout en France, dans les jardins, on va parler de ce sujet-là. Et c'est un vrai sujet, il n'est pas nouveau, mais disons que la sécheresse et le réchauffement, et moi plutôt que parler de réchauffement climatique, j'aime bien parler de dérèglement climatique, impacte la ressource en eau, ça c'est clair. Mais d'abord la chaleur, il fait peut-être plus chaud en été, il fait très chaud maintenant, mais il fait surtout beaucoup plus chaud en hiver. Et moi je peux vous le dire concrètement, c'est pas en regardant mon thermomètre, jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, tous les ans, la Terre gelait, vraiment. Il faisait -5, -7, -8 pendant 10 jours de suite, mettons. Si vous n'aviez pas paillé vos poireaux, vous ne pouviez plus les retirer de terre. Ça fait 7 ans à Valmer que la Terre n'a pas gelé. Donc c'est déjà que l'hiver se réchauffe. Et ensuite, on a, alors là, plus récemment, mais on a eu depuis 3-4 ans, des mois de février et de mars très chauds. Au mois de mars, on avait 25 degrés dans la maison. Voilà. Et donc les plantes sortent, enfin certaines plantes sont assez sottes et sortent selon les températures. D'autres sont plus intelligentes et sortent selon la longueur du jour et de la nuit, plus malignes. Enfin, un autre sujet. Et donc les plantes sortent, la sève se remet en route puisqu'il fait chaud, mais dans un sol sec, parce qu'il a très peu plu cet hiver, donc elles y arrivent quand même à peu près. Et à ce moment-là, l'autre dérèglement climatique qu'on constate vraiment, c'est des gelées tardives très fortes. En avril, cette année, on a eu -4, ce qui n'était pas terrible, mais l'année dernière, on a eu -7 le 6 avril et -6 le 7 avril. Comme vous le savez, ça a gelé beaucoup de choses, dont les vignes. Et ça a été catastrophique pour les vignobles. Donc moi, je vois plutôt ça en dérèglement comme ça. Après ça, là maintenant, les plantes, elles ont sorti leurs feuilles, les arbres, etc. Et il n'y a pas d'eau qui tombe du ciel.
Et donc, elles pompent dans les réserves quand elles ont encore de l'eau dans la terre. Mais il y a bien un jour où ça va fatiguer, quoi. Et donc, mais ça, je vous laisserai peut-être en parler. L'Association des parcs et jardins en région centre a lancé depuis l'année dernière toute une étude justement sur l'eau dans les jardins. Avec l'Université d'Orléans, la géographie à Orléans, qui s'occupe aussi d'hydrologie. Et donc il y a déjà eu un stagiaire qui a travaillé pendant 2 mois l'année dernière dans 2 jardins pour essayer de mettre une méthodologie en route. Et puis maintenant on va travailler avec l'école du paysage de Blois et je pense que ça va être très intéressant. Voilà, et alors est-ce qu'on peut considérer votre potager et fruitier conservatoire comme un lieu de transmission de savoir et un bien immatériel? Alors oui, bien sûr. D'abord parce que c'est un jardin historique, certainement. Mais n'importe quel petit potager est un lieu de transmission de savoir et de savoir-faire. Pas que de savoir. Les savoirs, vous les avez aussi dans les livres, ou en parlant avec le vieux monsieur du coin. Aussi important que les livres, d'ailleurs, pour les légumes. Mais des savoir-faire, oui. Et des savoir-faire qui se perdent, ça c'est sûr. Qui est-ce qui sait encore replanter une aspergeraie? Il y a une très belle photo dans le livre, d'ailleurs, où on est en train de replanter une aspergeraie. Et donc c'est un vrai moyen de transmettre des savoirs et des savoir-faire, d'abord d'un jardinier à un autre, parce qu'il n'y a plus de formation de jardinier, et nous, ouverts au public, bien sûr, de transmission au public, et les gens sont vraiment friands de comment vous faites, etc. Et c'est là où je dis que c'est effectivement un bien immatériel. Et on a, d'ailleurs, avec tout un collectif de gens qui s'intéressent aux arbres fruitiers, on a entamé l'année dernière la procédure de demande d'inscription au patrimoine immatériel français puis de l'UNESCO alors le titre est pompeux, mais dans ce genre de choses, il faut que ce soit un peu long. C'est intitulé « Les savoirs et savoir-faire de l'arboriculture fruitière en forme jardinée ». Dans la pratique, ça peut être se condenser en l'art de l'espalier. Mais on s'aperçoit que maintenant, plus grand monde ne sait tailler des arbres fruitiers en espalier, comme vous avez vu tout à l'heure avec le nachi, et les suivre, et quelques-uns, ça prend 20 ans ou 30 ans pour mener une forme. Et ça, les savoir-faire, et 2, dans la durée. Et ce qui nous intéresse beaucoup là, c'est que ça sort des potagers maintenant, ça, et que ça va dans les villes. Et on commence à beaucoup à nouveau employer des arbres palissés, fruitiers dans les villes, avec tout l'intérêt des arbres en ville, bien sûr, réchauffement climatique, etc., mais aussi avec le lien social, le fait que les gens se rencontrent, discutent plusieurs fois dans l'année. Enfin, bon, il y a énormément d'avantages à ça. Et d'ailleurs, on est en train aussi de prévoir des assises internationales qui vont s'appeler des fruitiers dans la cité à Nantes en septembre 2023. Voilà. C'est vous dire que le fruitier palissé a de l'avenir et je milite pour lui. Et donc sur l'idée de transmission pour les plus jeunes aussi, est-ce qu'il y a des ateliers jeunes publics, disons, à Valmer? Oui, absolument. Surtout dans les jours d'événements. Effectivement, on fait des choses simples pour les petits-enfants en général. Rempoter un petit plan, construire un petit abri à perce-oreille qu'on va accrocher dans un arbre fruitier, des choses simples comme ça. Et la seule chose, moi, que je trouve très dommage dans la transmission, c'est que dans mon jardin, je vois arriver majoritairement de la maternelle au CP. Peut-être les 2 années au-dessus. Après ça, les enfants disparaissent. Mais disparaissent. Et reviennent en première année de BTS horti ou paysage. Voilà. Entre-temps, je ne sais pas si on leur parle des plantes, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas... Voilà. Et ça, c'est une vraie lacune. On emmène les enfants dans des musées, on ne les emmène pas dans des jardins. Et la transmission, elle se fait là. Et alors, je fais quand même aussi, ça m'intéresse beaucoup, une transmission gastronomique, qui est que maintenant, une des spécialités à Valmer, c'est de déguster des fleurs. C'est un peu la mode maintenant, on trouve toujours 3 bourraches et 2 capucines quand on va au restaurant, mais il y en a des tas d'autres qu'on peut déguster, et ça c'est vraiment, vraiment intéressant et utile quand on est jardinier, parce que quand on est jardinier, on passe beaucoup de temps dans le jardin, et donc on n'a pas beaucoup de temps à la cuisine. Et du coup, les fleurs, 99%, ça se mange cru, donc pas de cuisine. Voilà, et d'ailleurs, j'ai ici à portée de main le potager d'Alix de Saint-Venant, château de Valmer, aux éditions Chênes.
Voilà, donc cet ouvrage-là, qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Est-ce qu'on trouve justement des secrets de jardinage, puisque vous nous disiez que les visiteurs étaient curieux de savoir comment on fait? Oui, alors ce livre, je l'ai écrit d'abord, il faut le dire tout de suite, avec Xavier Mathias, que certainement un certain nombre d'entre vous connaissent, qui a été maraîcher, puis semencier, maintenant est formateur, qui habite chez Digny, ce magnifique village qui est le seul village labellisé Jardin Remarquable en France, près de la forêt de Loches. Et ça a l'air d'être un beau livre comme ça. Alors c'est un beau livre parce qu'il y a des très belles photos. Mais en fait, c'est vraiment un guide pratique. C'est-à-dire que ça vous dit à quelle époque il faut semer, combien de centimètres il faut mettre entre les rangs, et puis des petites astuces parfois pour consommer les choses quand même. Donc c'est un guide pratique du potager. Voilà, il y a même la collection de courges, je crois, là. Oui, voilà. Alors attention, des gourdes. Gourdes, pardon. Des gourdes et non pas des courges, grosse différence. Voilà, d'ailleurs, en voici. Voilà. Ça, c'est vraiment des plantes très amusantes à cultiver, parce que voilà, on passe dessous, on écarte les plantes, on écarte les gourdes pour passer, et en même temps, alors nous, en Europe, on ne les mange pas. On les trouve amères, alors que les feuilles peuvent se manger, les jeunes fruits peuvent se manger, et les fruits presque mûrs sont la base de l'alimentation en Inde, en Chine, dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est, mais parce qu'ils n'ont pas le même sens que nous de la mer, je pense. Et puis que c'est des choses qui poussent très facilement, qui donc donnent une grosse quantité de choses à manger, et pour vous remplir le ventre, c'est bien aussi, quoi. Mais alors pour le coup, ça c'est une plante, moi qui me passionne, je peux parler 1 heure là, il faut que vous m'arrêtiez. C'est une plante qui est très intéressante du point de vue ethnologique aussi. Parce que c'est ça qui fait les calebasses. C'est-à-dire qu'une fois que c'est sec, mûr et sec, c'est parfaitement imperméable. Donc ça fait des gourdes au sens propre, on transporte de l'eau. Tous les dessins que vous voyez des pèlerins de Compostelle, ils ont leur petite gourde, c'est une gourde comme ça. Et il y en a 36 000 sortes, variétés, formes, etc. Et là, pour le coup, on voyage dans le monde entier. C'est une gourde très spéciale, élevée par 2 mêmes familles au Kerala depuis plus de 500 ans, qui fait par exemple la caisse de résonance du sitar indien. Alors c'est une certaine forme, elle n'est pas du tout grimpée comme ça, elle est posée par terre, on la tourne tous les jours, parce qu'il faut absolument qu'elle ait une forme parfaite pour que le son du sitar soit parfait ensuite. Voilà, il y a 1001 utilisations des gourdes dans le monde, et là aussi, ethnologiquement, c'est tout à fait passionnant. Merci Alix de Saint-Venant d'être ici pour nous parler du château de Valmer. Alors je me tourne vers Agnès de la Bruyère, urbaniste et animatrice de jardin partagé. J'imagine que ces questions de transmission, de comment vous faites, c'est quelque chose qui doit vous parler évidemment. Et alors je serais curieuse de savoir comment on passe d'urbaniste à animatrice de jardin partagé. Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire de votre parcours ? On passe assez facilement de l'un à l'autre. On y passe parce qu'avec l'urbanisme et la géographie, on étudie beaucoup de sujets. Mon premier sujet de prédilection, c'était l'agriculture urbaine, en région parisienne aussi, à Paris, forcément. Voilà, c'était des sujets très présents depuis, je pense, une dizaine d'années maintenant. Et puis par passion personnelle, que j'ai depuis petite, qu'on m'a transmise, voilà, avec un papa professeur d'horticulture, ça ne s'invente pas. Et donc voilà, cette passion du jardinage, et puis finalement le lien assez logique des jardins partagés, qui viennent rencontrer un peu l'aspect de l'aménagement de la ville, puisque c'est des jardins qu'on trouve essentiellement en ville, même si maintenant on en trouve différents et de différentes formes, même en milieu très rural. Et puis voilà, la passion du jardin qui vient se lier à l'ensemble. C'est assez parlant, effectivement, on parle du jardin de la transmission, de la pédagogie et surtout de la sensibilisation et du partage. C'est un peu le maître mot de ces jardins-là. On en a autant de formes qu'on a de jardins partagés. C'est vrai que c'est difficile de lui donner une définition précise, mais en tout cas, voilà, c'est un jardin qui est intéressant pour les urbanistes à étudier, à accompagner, à concevoir. C'est un outil intéressant. Voilà, et donc au-dessus de nos têtes, une nouvelle photo extraite du livre Potager et jardin d'utilité. Donc là, c'est une photo de Vanessa Lamorlette-Pingard, donc c'est les métairies. C'est un tiers-lieu autour des jardins partagés. Et il me semble, Anne-Lise de la Bruyère, que vous étiez parmi les 6 personnes qui ont fondé ces jardins-là. Alors, comment dire,
Je crois que c'était 6 personnes, jeunes diplômés. Donc, quel était votre état d'esprit en fait quand vous avez eu envie de monter ce tiers-lieu? En fait, oui, effectivement, donc ça se situe à Blois. On était de nombreux jeunes diplômés à se retrouver à Blois et à pas forcément trouver l'emploi qui correspondait à nos formations sur le territoire, ou avec l'envie, peut-être en mon nom, mais peut-être en celui des autres créateurs du collectif, de développer un lieu qui ressemblait à ce qu'on voulait proposer sur le territoire et qui correspondait aux compétences qu'on avait. Donc en tant que paysagiste, géographe, urbaniste, etc., historien, l'idée c'était de pouvoir créer un lieu qui nous permette de valoriser et de parler du jardin sous différentes formes. Il y a eu du jardin partagé, jardin pédagogique, un jardin plutôt culturel, pour pouvoir brosser tous les aspects du jardin. Donc au-delà des compétences, on imagine qu'il y a aussi un état d'esprit peut-être particulier qui était tourné vers les citoyens, c'est un peu exagéré, mais en tout cas vers le public. Oui, complètement. Le projet de tiers-lieu, généralement, c'est un lieu qui est très social, qui a une vocation de partage, d'échange. On a pu le voir sur ce projet-là. C'est un projet qui a permis de créer un lieu de vie dans un quartier qui n'en avait pas, un lieu de vie par le jardin. C'était une porte d'entrée vraiment intéressante, et puis c'est quelque chose qui parle à tout le monde. On est dans un quartier ici où fut un temps il y a eu beaucoup de maraîchers, il y a beaucoup d'habitations de personnes avec des jardins, donc c'était une bonne entrée en tout cas pour créer de la vie sur ce quartier. Et donc mai 2021, plan de relance et à l'échelle nationale. Et dans ce cadre-là, se met en place un projet alimentaire territorial. Donc avec un projet de créer un réseau de jardins partagés. Il me semble que vous êtes membre active du comité de réflexion de ce groupe de travail. Est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors effectivement, moi je ne fais plus partie aujourd'hui du projet de Déméthérie depuis 2 ans. Effectivement est arrivé le plan alimentaire territorial. Alors depuis 2009, il me semble, la réflexion du projet alimentaire territorial. Non, la réflexion a été amorcée en 2019 avec la création d'un conseil local de l'alimentation qui est porté par 3 communautés de communes et donc le syndicat de Pays des Châteaux qui est autour de Blois, avec ce projet de réfléchir à la structuration de l'offre alimentaire sur le territoire en intégrant l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations comme les AMAP, les restaurations scolaires, les collectivités, un grand nombre d'acteurs, les agriculteurs également. Et donc dans ce cadre, plusieurs actions et grands axes d'actions ont été identifiés par tous ces participants. Et un axe qui était notamment la sensibilisation du grand public à une alimentation saine et locale. Et dans cet axe-là, plusieurs projets ont été développés, et notamment la mise en place d'un réseau des jardins partagés du territoire, face au constat qu'il y avait une quinzaine de jardins qui existaient. Alors, jardins partagés et assimilés, on peut avoir des jardins plutôt pédagogiques, ou des jardins à une vocation, notamment les jardins familiaux, qui ne sont pas des jardins partagés au sens propre du terme, mais on a un jardin un peu différent, mais qui cherche à évoluer aujourd'hui vers plus de partage aussi. Et donc dans ce cadre-là, le Pays des Châteaux a souhaité développer, donc avec Camille Chauvet notamment, qui est porteuse de ces initiatives, de développer un réseau qui permettrait de mettre en lien les différents jardins du territoire, dans l'objectif surtout de favoriser l'échange, le partage d'expériences. On parlait de la question de l'eau tout à l'heure, effectivement, comment chacun fait dans son jardin, comment on apprivoise un espace pour en faire un jardin, comment on mobilise du public, comment on pérennise un jardin, c'est aussi une vraie question aujourd'hui, et puis comment on se met ensemble aussi pour partager nos connaissances, pouvoir aller chercher des formations, aller solliciter des connaissances des uns des autres pour pouvoir faire évoluer les jardins au mieux. Et alors justement, comme vous le dites, ces jardins partagés ils sont très différents les uns des autres. Est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 projets dont vous aimeriez nous parler pour qu'on se rende compte en fait, que les projets sont très différents? En fait, c'est pas forcément les mêmes gens, c'est pas au même endroit, c'est pas les mêmes productions. Alors effectivement, on est sur un territoire où on a des jardins très différents, avec des jardins qui sont situés parfois en milieu rural et parfois en cœur, qui sont rattachés à des maisons de quartier, centres sociaux, qui là est un jardin qui est animé par une salariée de la maison de quartier tous les mercredis, et qui propose aux adhérents qui le souhaitent de venir jardiner. Donc il y a un petit groupe de jardiniers qui s'est formé et ils font évoluer leur jardin progressivement. C'est pour le coup, je sais pas, je dirais peut-être 100-200 mètres carrés de jardin
qui est cultivé dans cette optique plutôt voilà, de vocation sociale, un lieu de partage, un lieu d'échange, avant d'être un lieu de culture et de production. C'est vraiment, je pense qu'on peut retenir des différents jardins, c'est que la vocation principale de ces jardins, c'est vraiment le partage, comme voilà, leur nom l'indique, l'échange. Si on part avec une salade de quelques fraises, c'est aussi bien, ou si on les partage au jardin, c'est encore plus agréable, mais c'était vraiment cette vocation-là. Et alors, vous animez aussi le défi alimentation, il me semble. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer ? Oui, alors du coup, on fait le saut du champ à l'assiette, parce que quand on parle de jardin, assez facilement, comme vous l'avez dit, voilà, on parle de gastronomie, on parle d'alimentation. Le défi de l'alimentation, il est développé sur la région Centre. Il est coordonné par le GREN Centre-Val de Loire, qui est le réseau des éducateurs à l'environnement de la région Centre, et qui encourage les participants à intégrer dans leur alimentation plus de produits locaux, de saison et bio quand c'est possible, avec différents ateliers sur la fois la question de la cuisine locale, la cuisine anti-gaspi, mais on va aussi un peu plus loin sur les questions notamment de jardinage, parce qu'effectivement quand on commence à s'intéresser à ce qu'il y a dans son assiette, comprendre comment ça pousse, comment ça fonctionne, c'est souvent intéressant, et donc on propose des ateliers d'initiation au jardinage dans ce défi alimentation qui s'échelonne sur 6 mois et qui est ouvert aux participants qui souhaitent venir soit se former, soit se renseigner ou approfondir leurs connaissances sur les différentes thématiques qu'on aborde. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors comment ça se passe, un atelier jardin comme ce que vous proposez ? Un atelier jardin, je peux vous donner un atelier qui va se dérouler le 18 juin prochain à l'EHPAD de Bracieux, aussi une commune au sud-est de Blois, où on va faire un atelier multigénérationnel avec à la fois les résidents de l'EHPAD et les participants qui le souhaitent, où on va réaliser des petits jardins mobiles dans des cagettes avec un principe de lasagne de culture pour essayer d'avoir un substrat assez performant. On va essayer pour que chacun puisse repartir avec son petit jardin, et ça vient dans l'optique d'un jardin préalable qui va être développé à l'EHPAD, un petit jardin potager mais qui n'a pas encore vu le jour. Mais pour amorcer un peu ce projet-là, l'idée c'était de venir proposer aux résidents et à l'animatrice de l'EHPAD une première approche du potager. Donc là, on est sur des personnes d'EHPAD donc, qui ont un certain âge. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant autour de la mémoire, autour du souvenir, comme le disait tout à l'heure Alix de Saint-Venant, d'aller collecter des graines et des souvenirs chez les gens. Donc là, est-ce qu'il y a cet effet-là aussi ? Est-ce que les gens sont contents de raconter peut-être une recette, un souvenir ? Complètement, oui. Alors effectivement, l'atelier il est ouvert à tous, donc on va aussi avoir des jeunes enfants, des adultes. Mais c'est vrai que cet échange dans ce cadre-là, c'est vraiment intéressant parce que souvent, effectivement, la mémoire de chacun, on le voit aussi dans les jardins partagés. Il y a des gens qui arrivent en disant « mais moi je ne sais pas jardiner, je ne sais pas comment faire ». Et puis finalement, qui vont au fil de l'atelier, vont se dire « ah bah oui, mais ma grand-mère, elle faisait comme ça ». Et en fait, qui vont se mettre à jardiner par la mémoire qu'ils peuvent avoir du jardin, qui n'est pas forcément leur pratique à eux. Ils n'ont pas forcément mis les mains dans la terre jusque-là, mais il y a cette mémoire qui est là, il y a cette pratique qu'il faut aller rechercher et finalement qui leur donne parfois confiance et qui se partagent à ce moment-là. Et donc ça crée des beaux moments au jardin, généralement, que ce soit au jardin partagé ou dans ces ateliers-là. C'est vraiment intéressant. Il y a quelques semaines, on a fait une visite au potager de Chambord, qui est aussi un espèce de maraîchage. Il y avait le plus jeune participante qui avait 5 ans et la plus âgée qui avait 103 ans. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir les échanges que ça a pu créer, cette dame qui était là et qui regardait les légumes et qui commentait, qui avait des choses à dire aux jardiniers, et qui se trouvait ça bien ou moins bien, qui se questionnait sur les pratiques. Donc ça crée beaucoup d'échanges et c'est vraiment ce qui est attendu et ce qui fait la convivialité et la richesse des jardins partagés, peu importe leur localisation sur le territoire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un complexe de la main verte, qui disent je vais faire crever toutes les plantes. Oui, c'est ça. Au début, il y a vraiment cette peur de se dire on va mal faire, comment on s'y prend. Et le jardin partagé est très intéressant de ce point de vue-là parce qu'il permet justement de venir dans un groupe, de ne pas être tout seul, donc se dire qu'on ne va pas faire des erreurs tout seul, on va apprendre collectivement. Et c'est aussi beaucoup ce qu'on propose dans les jardins, c'est justement de venir essayer. On est là pour essayer, on peut se tromper, on va expérimenter des choses, des fois ça va pousser, des fois ça va pas pousser, il va falloir apprendre à découvrir son sol, il va falloir faire avec les saisons, avec le climat, avec
voilà tout ce qui va composer le jardin, mais c'est très riche d'enseignements et souvent voilà, la convivialité qui s'installe permet à chacun de se mettre en confiance et de trouver sa place dans le jardin, que ce soit dans le jardin ou finalement c'est la personne qui va ramener un petit goûter à la fin ou qui va proposer ses services pour passer la tondeuse. Enfin voilà, tout le monde va trouver une place au jardin. Alors ce côté surprise aussi et émerveillement, je crois que vous le transmettez peut-être dans les ateliers alors, sur le jardin qui se mange, parce que vous proposez aussi des ateliers cuisine, notamment des ateliers anti-gaspi, où là on mange tout. Tout à fait. L'idée c'est de se dire que dans un légume et dans un fruit on peut tout manger. Alors idéalement s'il est bio c'est quand même mieux, mais effectivement voilà, c'est faire découvrir ou redécouvrir aux participants qu'on peut tout manger, de l'épluchure aux fans, à certaines racines, et ça c'est souvent des découvertes assez intéressantes. Alors avec les enfants c'est aussi drôle parce que pour eux c'est un peu impressionnant, mais ça crée souvent voilà, des recettes assez sympathiques. Et puis l'idée, c'est de faire des choses simples, de ne pas voilà, avoir trop de temps de cuisine non plus, de se montrer qu'on peut s'approprier les légumes de façon simple, ludique, avec les enfants aussi. Et puis de faire plein de découvertes et de varier dans son alimentation autant que possible les préparations et les dégustations. Et alors là, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de menu anti-gaspi que vous avez pu faire dans un de ces ateliers pour allécher notre auditoire ? Alors, les ateliers, qu'est-ce qu'on a proposé comme recette? On a fait des petites galettes avec des flocons d'avoine et des fanes mélangés de carottes et de betteraves. Alors, en fonction de la saison, on les fait évoluer. Là, en ce moment, ça pourrait être les navets, par exemple, voilà, qu'on confectionne en petites galettes. On fait revenir les petites fanes à la poêle et puis on les agrémente avec des flocons d'avoine ou un petit peu de farine, des œufs, et puis on constitue une galette qu'on fait revenir ensuite à la poêle avec une petite sauce avec du fromage blanc local et puis des petites herbes du jardin. C'est très très bon. Et puis sinon on a fait sur la cuisine anti-gaspi plutôt avec les légumineuses, sur la fameux jus des pois chiches, l'aquafaba. On peut aussi faire des superbes mousses au chocolat et ça marche très bien et c'est souvent surprenant. Voilà les recettes qu'on a fait récemment. Et alors, parce que je sens là qu'il y a des gens qui ont envie d'essayer les ateliers, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors on peut retrouver les ateliers du défi alimentation sur l'ensemble du territoire de la région Centre. Vous retrouverez toutes les informations sur le site du Grain Centre Val de Loire. Il y a 8 structures qui animent ces mêmes défis sur le territoire entre janvier et juillet 2022. Donc là on se rapproche de la fin pour certaines structures. Mais voilà, sur le site du Grain Centre, vous trouvez toutes les informations sur les défis en cours. Vous pouvez les rejoindre, les ateliers, c'est gratuit, ouvert à tous. Il y a plusieurs éditions, donc une qui reprendra l'année prochaine. Donc si c'est loupé pour cette année, ça pourrait être bon pour l'année prochaine. Il me semble que vous êtes aussi coopératrice chez Artefact. Oui, c'est Artefact qui héberge du coup mon activité. Je travaille en tant qu'entrepreneur salarié et donc c'est par ce biais que j'exerce cette activité du coup d'accompagnatrice, animatrice au jardin, à l'alimentation. J'ai un petit peu fait un pas de côté par rapport à ma formation initiale, mais finalement on y revient et on oscille entre les deux. Et est-ce que vous avez votre propre jardin? Oui, alors mon petit jardin en bac sur ma terrasse, mais je vais dans plusieurs jardins et je jardine notamment dans un jardin partagé. Et c'est très plaisant. Aujourd'hui, un peu moins. J'ai d'autres obligations récentes, mais en tout cas, oui, toujours le plaisir de jardiner et d'échanger autour du jardin. C'est toujours aussi passionnant. Merci Agnès de la Bruyère. Je me tourne vers Lolita Voisin. Donc, voilà, on a eu en avance une photo sur les jardins familiaux. Donc, comme vous l'expliquiez, Agnès de la Bruyère, c'est différent des jardins partagés. Et donc là, je me tourne vers vous, Lolita Voisin. Donc, vous êtes directeur de l'école de la nature et du paysage. Donc, c'est un département de l'INSA Centre-Val de Loire. Et vous tenez beaucoup d'ailleurs à ce qu'on insiste bien sur la nature et du paysage. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'histoire de l'école déjà. On est la seule école à s'appeler Nature et Paysage et depuis la création de l'école en 93. Et parce qu'en fait la question de la nature, elle pose forcément la question de la cohabitation avec d'autres gens, d'autres espèces, d'autres personnes. Et ça nous déplace forcément d'une question du paysage qui est quand même historiquement assez anthropocentrée et assez mise à distance des autres vivants. Donc on y tient parce que ça nous permet de nous poser en permanence la question de cohabitation, d'écologie, de climat, de tout en fait, de tout ce qui constitue les milieux dans lesquels on vit, et d'éviter de prendre une posture trop distante et trop peut-être un peu
un peu ascendante quoi, sur les autres êtres. Voilà, donc là, il y avait encore 3 photos de Vanessa Lamorlette-Pingard. Donc, ce sont des photos des jardins familiaux de Blois. Donc là, pour le coup, c'est des jardins nourriciers, disons, donc qui se trouvent dans une ville moyenne. Et voilà, donc en fait, j'aurais aimé, peut-être que si vous le voulez, nous dire un mot sur ces jardins. Alors, où sont-ils? Depuis quand existent-ils? Et qui jardine là? Oui, alors je ne saurais pas forcément tous les situer. Là, c'est des jardins qui sont situés à côté de la Levée, certainement une Levée de Vienne, qui est un quartier endigué qui se situe au sud de Blois. Donc on est probablement dans le lit majeur de la Loire, donc sur des terres plutôt très fertiles. Effectivement, à Blois, il y a plusieurs poches de jardins ouvriers, dits aujourd'hui plutôt jardins familiaux, mais qui ont une histoire ouvrière au départ. Je ne connais pas forcément le détail de chacune des zones, mais en tout cas, ce sont des zones qui se sont implantées au fur et à mesure, notamment à partir beaucoup des années 50 et 60, qui est un peu l'apogée des jardins ouvriers en France. Les jardins ouvriers qui datent, c'est une sorte d'utopie, une utopie sociale avant tout, une utopie, on pourrait dire spatiale et sociale, qui date de la fin du 19e siècle et qui devait servir avant tout à la fois à permettre aux ouvriers qui étaient plutôt généralement logés dans des habitats insalubres et qui, au sein même de leur travail, vivaient des conditions très pénibles, de trouver une forme d'air plutôt sain, des activités manuelles qui permettaient éventuellement de ne pas passer trop de temps au bistrot et surtout aussi une forme de vie familiale déjà, essayer de renouer entre les générations puisque on a parlé d'un jardinier, mais en fait très souvent ce sont des familles qui jardinent ensemble dans les jardins ouvriers au départ. Et puis aussi une forme d'échange entre les jardiniers, entre les parcelles, et donc aussi une forme de socialité forcément qui se met en place. Et puis donc ils sont apparus ces jardins ouvriers souvent toujours gérés en association. Ça c'est intéressant aussi sur le portage de ces projets-là. C'est toujours des associations de loi 1901. C'est inscrit dans le code rural comme ça et c'est toujours comme ça que ça fonctionne avec une association au niveau national et ensuite des fédérations plus locales. Enfin, des associations plus locales. Et les jardins, donc aujourd'hui dits familiaux, permettent aux gens aujourd'hui très variés de cultiver un bout de terrain. Ce qui est intéressant, moi je trouve, dans les jardins familiaux, c'est aussi cet esprit de faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'il faut faire avec l'eau qui tombe sur la parcelle la plupart du temps, même si souvent il y a quand même un accès à l'eau. Mais tous les dispositifs de récupération d'eau de pluie sont toujours on ne peut plus ingénieux. Ils sont souvent faits avec des matériaux récupérés. On imagine les bidons bleus qu'on voit très souvent, mais c'est aussi souvent plein de dispositifs très ingénieux pour faire arriver l'eau, généralement de la toiture du cabanon ou d'un autre dispositif jusqu'au bidon bleu ou à d'autres systèmes de citernes. Donc on est dans l'idée de récupérer ce qui est là, donc l'eau, les graines évidemment, souvent auprès des voisins. Et puis aussi souvent des petits mobiliers, des petits matériaux qui vont permettre de créer une terrasse, de séparer deux cultures, de constituer un endroit où s'asseoir, de constituer un endroit où passer la soirée, éventuellement la nuit. C'est des jardins qui parfois sont aussi habités, on ne le dit pas mais c'est vrai. Et ce qui est intéressant, moi je trouve, quand on parle des jardins familiers aujourd'hui, c'est que aujourd'hui ça attire une population très variée, comme je le disais. Il y a de longues listes d'attente, souvent à l'échelle française, il y a de longues listes d'attente. Mais si on compare avec des pays européens, par exemple en France, j'ai regardé les chiffres, on est autour de 25 000 jardins familiaux en France. En Allemagne, on est à 1 million. On est vraiment très 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 loin. À la seule échelle de Leipzig, qui est une ville allemande, on est au double du nombre de jardins familiaux en France. Donc en fait, on a en France une culture de ces jardins, mais qui n'est pas forcément complètement répandue. Et ce que je trouve très intéressant dans la discussion qu'on a et à vous entendre, c'est que moi j'entends une forme de diversité dans les pratiques jardinières très, très intéressante. Et qui en fait certainement nourrit un imaginaire très très grand en fait de toutes les formes de jardins possibles, de toutes les pratiques possibles. Et on y reviendra peut-être, mais je pense que c'est un des enjeux très forts des villes aujourd'hui, des villes moyennes particulièrement parce que c'est le sujet que je connais le mieux, mais des métropoles j'en suis sûre aussi. Donc voilà peut-être ce qu'on peut dire sur les jardins. Merci. Et alors, justement, là, on est plutôt sur des jardins, je crois, qui se situent en périphérie. Alors, peut-être pas faire une ceinture verte à la ville, n'exagérons pas. Mais en fait, tout à l'heure, donc, il était question de projets portés par des centres sociaux, en fait, de jardins partagés en centre-ville. Et donc, comment dire, l'installation de jardins potagers en centre-ville, dans des lieux publics.
Déjà, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Donc là, c'est des projets portés par des centres sociaux, mais où est-ce qu'on pourrait mettre ça ailleurs? Donc je pense des choses en plein centre-ville. Pour les tourangeaux, je pense par exemple aux réactions parfois un peu courroucées de certaines personnes qui ont vu des courges s'épanouir l'année dernière au Jardin des Beaux-Arts, puisqu'il y avait été planté des légumes pour faire se reposer la terre des jardins. Et donc les réactions n'étaient pas toujours positives. On se disait mais qu'est-ce qu'elles font là, ces plantes, ça n'a rien à faire là. Et c'était jugé quand même ridicule vis-à-vis des touristes. Donc en fait, je me demande dans quelle mesure un travail de paysagiste pourrait accompagner la présence de jardins nourriciers en centre-ville, accessibles à tous. C'est une très bonne question, si je peux me permettre de revenir. En fait, pour moi, ça évoque complètement la question en fait, du sol, de la disponibilité du sol. C'est-à-dire qu'en fait, derrière toutes ces formes de jardin dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la terre disponible, c'est-à-dire de la terre à peu près en bonne santé. Or, dans nos villes, elle manque terriblement. Cette terre, elle est consommée de manière très très rapide par l'urbanisation. Ou alors, il y a aussi des terres anciennement industrielles, notamment, qui sont très polluées. Donc ça pose vraiment cette question de la disponibilité du sol et comment on fait pour se battre individuellement et collectivement pour que le sol reste un bien commun possible et accessible. Je voulais revenir aussi sur ce que vous disiez sur le fait que les jardins sont souvent en périphérie. Les jardins étaient souvent en périphérie, mais aujourd'hui, avec la vitesse à laquelle nos villes s'étendent et notamment le phénomène de périurbanisation, à Blois, les jardins ouvriers on peut le considérer, tous les jardins ouvriers que je connais en tout cas, sont situés en plein centre-ville. C'est-à-dire qu'ils sont à 5 minutes du pont, disons, Jacques-Gabriel, peut-être 10 minutes à pied du pont Jacques-Gabriel. Alors qu'auparavant, on était effectivement en dehors de la ville, on était sur le parc de la Roue, par exemple, qui est une sorte de une vaste zone qui est restée longtemps qui est une sorte de grand parc qui sert de gestion notamment d'un petit cours d'eau affluent de la Loire. Ils étaient du côté, effectivement, là on le voyait tout à l'heure, du limageur de la Loire, donc de l'autre côté des espaces habités. Mais aujourd'hui, en fait, l'agglomération de Blois, elle représente une 50aine de communes qui, depuis longtemps, ont dépassé le limageur de la Loire, et donc on se retrouve avec des zones qui sont vraiment en plein cœur d'agglomération. Donc c'est aussi un enjeu aujourd'hui, on peut vraiment parler de jardin en ville en parlant aussi de ces histoires qui, au départ, étaient plutôt sur les périphéries et ce qu'on appelait les banlieues. Ensuite, sur la question de comment accepter ou faire accepter ou développer, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui en ont envie, des formes jardinées en ville. Il y a effectivement, moi je partirais bien sur cette question de diversité des formes. On a les jardins familiaux qui sont plutôt sur des terres qui sont négociées avec la ville et qui sont des structures associatives. On a des jardins partagés qui sont plutôt sur des parcelles qui peuvent être soit privées et mises en partage, soit publiques et préservées par la ville. On a les jardins privés tout court, comme le jardin de Valmer, qui sont des ressources très très précieuses. Et en fait, c'est aussi dans ce réseau de personnes qui ont envie de garder ces terres et de les rendre au collectif que quelque chose est en train de se passer, à mon avis. On évoquait au début, vous évoquiez beaucoup la question des réseaux, le fait de partager des graines avec des gens très passionnés, etc. Vous parliez aussi de l'investissement plutôt au niveau région. Et puis vous, Anne-Lise, vous avez parlé, et moi ça résonne pour moi aussi, vous avez parlé de l'agglomération, du pays des châteaux, des acteurs locaux. Et c'était des questions, je pense, il faut quand même se rappeler qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans encore même, les questions globalement d'alimentation, de dérèglement climatique et même de nature en ville, pour être un peu généraliste, n'étaient pas du tout au cœur des préoccupations des collectivités et n'étaient même pas généralement leur compétence, ou en tout cas elles ne le voyaient pas comme une compétence. Alors qu'aujourd'hui, les collectivités, les agglomérations, dans le cadre de la décentralisation, ont envie, même ont besoin, on l'a bien vu, on a très chaud, on a faim, on veut manger des choses de qualité, si possible pas trop cher, et on a des enjeux qui sont aujourd'hui au croisement, la question alimentaire, la question du climat et la question de la chaleur et la question de la façon dont on peut vivre en ville. Elles se croisent maintenant pour aller dans le sens de ces politiques, on va dire, de nature en ville. Alors ensuite, ça peut être très variable, et on peut avoir ces jardins partagés proposés par les collectivités, par les structures locales. On peut avoir tout ce dont on a parlé avant, et puis on peut aussi avoir des espaces qu'on laisse tranquilles, juste des friches, des
des zones qu'on arrête d'urbaniser, des parkings qui servent à rien, qu'on décroute un peu et qu'on laisse vivre. Enfin, je pense qu'il y a aussi en fait énormément de surface disponible pour répondre à des enjeux qui sont autour de la question du jardin, peut-être un peu moins directement de la question du potager, mais il suffit de planter une gourde. Il suffit de planter une gourde pour que ça devienne un peu un potager. Donc voilà, moi je suis assez favorable aussi à ce qu'on, d'une certaine manière, à ce qu'on décloisonne nos regards, nos pratiques. Moi je suis très contente de la diversité des points de vue et des expériences ce soir, parce que je trouve que ça nous encourage à penser les choses de manière commune, ça c'est sûr, et voilà, sur des enjeux qui sont essentiels aujourd'hui. Je voulais peut-être rappeler, pour aller dans le sens aussi, parce que vous me parliez, j'oublie pas votre question, qui est comment faire pour les paysagistes, tout ça. Moi, je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur des lois. Les lois font quand même notre commun. Et il y a 2 lois très importantes qui sont sorties récemment. La loi zéro artificialisation nette, qui encourage et demande aux collectivités, si les collectivités s'y engagent réellement, à ne plus consommer de terres agricoles. Ils ont encore le droit de le faire sous réserve de compensation. C'est toujours quand même un vrai gros problème. Voilà. Mais cette loi, elle existe et il faut s'en saisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la moindre parcelle de zone qui n'est pas bétonnée, qui n'est pas morte d'une certaine manière, doit être conservée ou en tout cas protégée en attente de quelque chose qui pourrait advenir. Et puis il y a aussi la loi zéro phyto, la loi Labbé, qui a obligé, en 2016, je crois, les collectivités à cesser d'utiliser des produits phytosanitaires dans les espaces publics, et qui aujourd'hui oblige également les particuliers, qui sont des gros consommateurs de produits phytosanitaires, à cesser complètement l'utilisation de ces produits. Donc en fait, ça rejoint aussi la question alimentaire, c'est que sans ces produits phytosanitaires, et si on ne consomme plus de terres potagères probablement, qui pourraient servir à ça, on a quand même un potentiel, quoi. Donc il faut beaucoup de personnes comme vous pour porter tout ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans ces métiers, dans ces pratiques, qui peuvent être aussi des pratiques à côté de son propre métier, on le voit bien. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là, tant qu'on y réfléchit tous ensemble et qu'on se partage les bonnes idées. Et donc, il était question aussi de ces jardins partagés en centre-ville, donc du côté des quartiers populaires. Et alors là, je glisse au passage cette publication du laboratoire CITER, que vous connaissez bien, je crois, puisque votre thèse a été encadrée par Jean-Paul Carrière. Donc, c'est un ouvrage qui s'appelle « Faire nature en ville », donc avec plusieurs chercheurs, dont certains de ce laboratoire, à retrouver chez l'Harmattan. Et en fait, c'est plein d'articles donc, qui sont lisibles par tout le monde, même les non-spécialistes. Et il y en a un justement de Francesca Di Pietro et Amélie Robert, où justement elle s'interroge sur les espaces verts dans les quartiers populaires, et en fait elle note que souvent ces espaces verts sont assez pauvres. Et donc en fait je me tourne vers la paysagiste et je me demande... comment dire, c'est cette idée de droit au paysage, de droit au beau, quel que soit l'endroit où on habite en ville. Est-ce que c'est des considérations qui sont prises en compte dans la formation des étudiants de votre école ? Oui, on se pose beaucoup la question effectivement de l'accès du droit au paysage. C'est d'ailleurs le titre, merci pour le petit clin d'œil, mais c'est le titre du dernier numéro de notre revue annuelle qui s'appelle Les Cahiers de l'école de Blois, et qui, le dernier numéro, le numéro 19, s'intitule Le droit au paysage. J'ai d'ailleurs un article sur les jardins familiaux en Allemagne, d'où je tire les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure. Alors pour reprendre la question des grands ensembles et la question de l'accès à tous, en fait, ça c'est vraiment une question fondamentale. C'est une question qui va se jouer dans les années à venir selon nos trajectoires résidentielles ou nos capacités résidentielles. On a effectivement un accès à la nature, un accès éventuellement au jardin, un accès à la plante potagère très variable. On peut peut-être aussi décrire très souvent à quoi ressemblent en fait les espaces qui entourent les grands ensembles. Très souvent, donc, on a ces tours ou ces barres qui sont au milieu de zones vertes. Je n'utilise jamais ce mot-là, mais en même temps, c'est comme ça qu'elles sont traitées. C'est-à-dire que très souvent, ce sont des pelouses indifférenciées, où il n'y a pas vraiment ni d'espace de jeu prévu, ni de relation à la nature orchestrée.
Donc ce sont des espaces qui ne sont pas très appropriables, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment si on est chez soi, et en même temps ce sont des espaces publics, ce sont des espaces qui appartiennent à la collectivité la plupart du temps, sauf quand ils sont résidentialisés et donc fermés. Et là ça pose un autre problème, c'est-à-dire que là c'est l'accès à tous, c'est-à-dire le droit à cheminer, le droit à passer. Très souvent la résidentialisation, ce sont des portails et des digicodes qui font qu'on ne peut plus entrer nulle part. C'est aussi un autre problème. Et puis il y a aussi eu le grand mouvement qui mériterait toute une discussion, mais de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui a beaucoup transformé depuis les années 2000 les grands ensembles en France, qui a notamment beaucoup démoli et reconstruit, souvent reconstruit sous forme de zones pavillonnaires, en fait, sous forme de petits pavillons avec des jardins privés qui sont la plupart du temps fermés et qui posent aussi la question du rapport communautaire ou du rapport collectif à l'espace public. Bref, dans les grands ensembles, je pense qu'il y a énormément de réflexions à mener, à la fois pour gérer différemment ces grands espaces verts qui sont justement sans produits phytosanitaires, qui sont peut-être, qui peuvent devenir des zones de friche à certains endroits, qui peuvent devenir des zones de gestion commune aussi, où on peut intervenir dans les plantes spontanées qui poussent et qu'on laisse pousser. Et puis, il peut y avoir aussi une forme d'appropriation. Pour ça, il faut, un peu comme peut-être, c'est au niveau de Quinière avec la maison de quartier, mais peut-être il faut une forme d'accompagnement. On dit souvent que les projets collectifs ne doivent pas tomber du haut, mais être portés par un collectif à un moment donné qui en a vraiment envie et besoin. Mais je ne suis pas une spécialiste comme Anne-Lise, mais donc peut-être qu'il faut aussi discuter avec les gens dans ces endroits-là pour savoir de quoi ils auraient envie. Il y a plein de savoirs, là encore on parlait de savoir-faire, je pense qu'il y a plein de savoir-faire qui peuvent se partager aussi dans ces espaces, mais voilà, en tout cas moi je suis assez enthousiaste à l'idée que toutes ces grandes formes urbaines, les zones pavillonnaires, les grands ensembles, les centres-villes hyperurbains, les zones résidentielles aujourd'hui périurbaines, donc situées parfois à plus de 15-20 km d'un cœur urbain, sont des formes urbaines en pleine mutation qu'il va falloir transformer, pour des questions simples, climatiques, des choses qui vont arriver, quoi. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Et donc ces formes urbaines, elles méritent d'être transformées, en tout cas pensées en considérant la question du jardin, la question du rapport à la nature, ou en tout cas au vivant un peu spontané, et aussi à la culture, donc au fait de travailler par ses mains, par ses observations des espaces. Donc à mon avis, beaucoup de projets en devenir, et donc à l'école, pour faire le lien un peu avec la pédagogie de l'école, on a des écologues, enseignants-chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là, sur l'évolution des formes urbaines caractéristiques des villes moyennes, comme je viens de les décrire. Et on a surtout aussi des étudiants qui sont, dans le cadre de leur diplôme en 5e année, souvent très intéressés par la question justement de comment infiltrer des milieux urbains très difficiles, comme par exemple des milieux d'infrastructure. Il y a une étudiante qui a travaillé sur Rungis récemment. Donc on peut imaginer les kilomètres de bretelles, d'autoroutes et de surfaces imperméabilisées, ou infiltrer des espaces de grands ensembles. Par exemple, on a un diplôme l'année dernière très intéressant sur les quartiers nord de Blois qui part justement de la question de l'école et de la pédagogie. Donc infiltrer par la question du vivant, du spontané, de la pratique quotidienne aussi, comment on fait pour traverser, pour marcher, pour vivre au quotidien, pour petit à petit changer des formes qui sont très inscrites, et on a toujours l'impression qu'on fera toujours de la même manière, on continuera à construire des autoroutes, on continuera à construire des pavillons, et c'est pas pour critiquer de manière brutale ces fabriques-là, c'est plutôt voilà, comment on peut détourner doucement et sûrement en même temps ces processus qui, on le constate tous, ne nous emmènent pas quand même dans des perspectives très réjouissantes. Donc les étudiants, en fait, je pense, osent entrer par la question du jardin, de la nature, de l'écologie, et beaucoup aussi la question j'insiste, mais la question de comment vivre, donc les mobilités quotidiennes, le rapport au vivant, etc. Comment transformer petit à petit des espaces en s'associant, et ça c'est très important, en s'associant aux personnes impliquées, donc en s'associant avec ou aux personnes qu'on pourrait impliquer, en s'associant avec des habitants, avec des collectivités, avec des personnes individuelles qui ont des savoirs particuliers. Il y a vraiment besoin aujourd'hui de travailler aussi de manière décloisonnée. Ça, c'est quand même un des grands mots de notre monde qui bouge. Enfin, ça, moi, je suis toujours très contente d'entendre toutes ces politiques publiques en cours ou toutes ces politiques personnelles en cours qui font que les gens ont envie de travailler ensemble et d'élargir leurs perspectives. Je pense que ça, c'est vraiment important.
Et alors, comment ne pas penser à ces étudiants d'AgroParisTech, qui seraient quand même en toile de fond, et comment justement les étudiants de votre école ont réagi ou pas à cette prise de parole? Est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'il y a des choses du même ordre à l'école de Blois? Oui, bien sûr. Juste pour tout le monde, le manifeste des étudiants diplômés, des diplômés en fait d'AgroParisTech, c'est une dizaine d'étudiants qui sont montés sur scène au moment de leur remise de diplôme pour annoncer qu'ils ne seraient pas complices de ce que leur école et leur diplôme supposent, c'est-à-dire une forme de destruction, et qu'ils font sécession. Ils font le choix de faire sécession et de pratiquer autrement. Nos étudiants, bien sûr, ont réagi à ça en partageant la vidéo de manière virale, comme je crois dans beaucoup d'endroits. Ce qui est étonnant, c'est le partage de cette vidéo, parce que des étudiants qui font sécession dans les écoles d'ingénieurs, il y en a de tout temps, sauf que là, médiatiquement, ça prend une ampleur beaucoup plus importante. Et nos étudiants sont aussi, alors, ils ne sont pas forcément en défiance vis-à-vis de leur formation, puisque leur formation encourage des postures qui sont plutôt des postures qui vont dans le sens de changement, qui essayent de s'infiltrer, comme je le disais, dans des nouvelles postures, etc. Donc ils ne sont pas en défiance vis-à-vis de leur formation. Bon, ça leur arrive de râler, hein, comme c'est normal, mais je veux dire, au moment du diplôme, je pense qu'ils sont plutôt fiers de porter ce savoir et ces ambitions et ces envies qu'ils ont. Après, la vie professionnelle est difficile, et je pense qu'il y a aussi un certain nombre d'anciens étudiants qui, à un moment donné, trouvent ça très difficile de négocier en permanence avec des forces très puissantes du capitalisme quand même, qui sont notamment la force du BTP, du bâtiment. Et donc, dans le cadre de leur pratique professionnelle, certains vont continuer à négocier toute leur vie et réussir à trouver leur place comme ça, puis d'autres vont faire sécession, en tout cas vont choisir une forme d'alternative, et donc on a beaucoup d'étudiants qui ont des pratiques alternatives. Je peux en citer deux par exemple. Je peux citer Masato Fujisaki qui est pas très loin du jardin des Métairies et qui s'est installé en tant que maraîcher il y a 3 ans maintenant grâce à l'espace test des Prés d'Amont, et qui aujourd'hui cultive de manière exceptionnelle des légumes exotiques et asiatiques, qui est un ancien élève de l'école diplômé en 2008. Ou je peux citer aussi Léa Muller, qui a été diplômée en 2010 et qui, elle, a décidé, après avoir travaillé dans des grandes agences parisiennes, de devenir bûcheronne, avec une forme d'activisme aussi derrière, et puis de vivre dans sa forêt. Donc, et pour autant de rester complètement dans l'apprentissage, dans le partage, etc. Donc on a ces parcours, et voilà, on constate ces parcours-là qui sont qui ont fait écho à la vidéo que j'ai vue. Et ça, je pense que ça peut arriver tout au long de la vie, c'est-à-dire que c'est pas forcément en fonction des caractères des étudiants, ça peut être aussi tout au long du parcours de quelqu'un, décider à un moment donné de changer de chemin. Voilà. Mais en tout cas, la vidéo a été aussi, j'en profite pour le dire parce que je pense que c'est aussi un moment un peu historique, mais elle a été très partagée du côté des ingénieurs, puisque donc l'école du paysage est intégrée depuis 2015 dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA. Et donc c'est aussi dans ces métiers-là, qui sont des métiers plus liés à l'informatique, à la mécanique, assez loin de nos questions de ce soir, mais c'est aussi dans ces milieux-là que ce genre de posture questionne aujourd'hui. Et ce qui veut dire que je crois que l'ensemble des métiers aujourd'hui se pose la question que nous sommes en train de poser un peu facilement, parce que c'est peut-être dans notre trajectoire personnelle de s'intéresser à ces questions-là. Mais en fait, je crois que tout le monde aujourd'hui est prêt, ou peut-être pas tout le monde non plus, mais en tout cas prêt à intégrer ces questions-là dans sa propre trajectoire, et donc à re-questionner des métiers dont on n'imaginait peut-être pas le lien directement. Donc j'ai confiance. Quel sera le travail d'un paysagiste en 2030-2040, Lolita Voisin? Alors, je peux pas le savoir, mais en tout cas, on les prépare à travailler pour 2030, 2040, 2050, 2100, hein, parce qu'on a des étudiants, par exemple, en diplôme, qui réfléchissent à la question du recul du trait de côte en Languedoc-Roussillon, ou du risque incendie. Là, ils ont travaillé récemment dans le PNR de la Brenne, où le risque incendie, aujourd'hui, est tellement fort qu'ils sont obligés de s'associer aux pompiers du Var pour comprendre en fait comment faire avec cette culture du feu qu'ils n'ont pas. Donc je rejoins complètement ce que vous disiez sur la question du dérèglement climatique. Ils devront faire avec des contraintes très importantes.
des contraintes climatiques. Et ils devront faire avec une économie de moyens, à mon avis, mais comme j'espère beaucoup d'autres métiers, mais avec une économie de moyens drastique. Il faudra faire avec l'eau disponible sur place. On parle beaucoup à l'école, on enseigne depuis 93, la question de la gestion de l'eau pluviale en milieu ouvert, c'est-à-dire la goutte d'eau qui tombe sur le sol, elle doit être infiltrée le plus vite possible. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, mais qu'on commence seulement à essayer d'appliquer dans les espaces publics aujourd'hui. Et ça permet, entre autres, déjà de rafraîchir immédiatement la terre et donc l'air. Ça permet évidemment de recharger les nappes phréatiques, ce qui est quand même très important aujourd'hui. On l'a tous constaté, les nappes phréatiques baissent de manière drastique, elles ne se rechargent pas chaque année. Et ça permet aussi d'éviter de lessiver les sols urbains. Et les sols urbains se chargent de pollution en même temps. Enfin, l'eau se charge de pollution en même temps qu'elle coule sur les sols urbains. Et elle va beaucoup trop vite dans les réseaux, pardon, ça devient très technique, mais elle va beaucoup trop vite dans les réseaux d'eau pluviale, ce qui fait généralement déborder la station d'épuration, ce qui rejette bref, tout ça est un problème. Donc, bref, la question de la gestion de l'eau l'eau de la gestion pluviale, par exemple, ça devrait être un principe premier presque, c'est-à-dire on ne pense plus qu'en pensant comme ça. Enfin, on ne peut pas vraiment faire autrement, en fait. Donc peut-être qu'il y aura ces réflexes qui seront encore plus spontanés et qui seront peut-être plus partagés, parce que être paysagiste, parfois, c'est être... je pense que dans la vie professionnelle des élèves, parfois, c'est difficile de ne pas être toujours entendu. Comme certainement dans beaucoup de métiers. Hein. Mais le fait d'être en permanence face à des contradictions, ça peut devenir parfois un peu difficile peut-être à vivre. Donc j'espère que ce seront des réflexes plus partagés par les collectivités, par les élus. Et on voit des politiques, enfin moi je connais plus l'agglomération de Blois, mais on voit des politiques locales très très encourageantes sur les questions alimentaires, sur les questions écologiques, sur les questions sociales. Enfin, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, donc je suis plutôt enthousiaste sur les choses qui vont arriver. Donc en 2030-2050, voilà, il y aura probablement besoin de garder la moindre goutte d'eau, il y aura probablement des nouvelles plantes qui seront arrivées, certaines qu'on aura peut-être appelées invasives, donc il y aura peut-être aussi des questions d'écologie à gérer. Moi, je suis très favorable à la question de la flore spontanée, donc il y aura peut-être aussi beaucoup plus de savoir et de savoir-faire sur la gestion de la flore spontanée dans nos espaces publics, pour des économies de moyens, pour des économies humaines aussi en termes de fatigue, etc. Et puis il y aura des questions d'anticipation, c'est-à-dire qu'ils devront réfléchir pour 2080, c'est-à-dire qu'ils seront en 2030, mais ils devront réfléchir à des problématiques pour 2080 pour accompagner les territoires dans des transformations qui devront continuer. Donc il y aura du travail. Merci Lolita Voisin. Alors avant de lâcher mon micro aux questions du public, j'en profite pour citer que vous avez publié la mobilisation de la ressource paysage dans les stratégies de développement territorial durable des villes moyennes. C'est à retrouver aux presses universitaires de Tours. Voilà. Et je cite un dernier ouvrage qui est lié à notre sujet, à Appel d'un ami. Et voilà, donc c'est la transformation urbaine au prisme de la nature. Donc c'est à nouveau un livre avec des chercheurs de l'équipe de CITER, donc, qui est lié à la MSH, à la Maison des Sciences de l'Homme, et à l'Université de Tours. Voilà, donc c'est pareil, un livre, ce sont des communications faites dans un colloque, mais ça reste tout à fait lisible, même pour les non-spécialistes. Voilà, donc c'est le moment, si quelqu'un ou quelqu'une a des questions. Les Jeux Olympiques. Qu'on allait supprimer des jardins familiaux. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors, j'ai pas dit qu'ils étaient protégés. Je dis qu'ils sont inscrits au code rural et que ça existe de manière, on va dire, claire. C'était vraiment un lieu que les gens utilisaient. Tout à fait. Par contre, ce sont des zones qui sont défendues, c'est-à-dire que les jardins familiaux ou les jardins ouvriers, peut-être aussi les jardins partagés, aujourd'hui, les municipalités parfois hésitent. Parce qu'une fois qu'ils en installent un, très souvent, ensuite il y a une forme de résistance qui s'installe et on peut se dire ah, tiens, ce sera une zone à urbaniser dans 10 ans et donc on va installer un jardin partagé. En attendant, le problème c'est que les gens s'attachent, et je les comprends, à cet espace, et ensuite le projet immobilier devient un peu compliqué à gérer d'un point de vue concertation.
j'espère pour eux. J'ai pas non plus les dernières nouvelles, mais malheureusement, la question de l'urbanisation et des grands projets urbains, là, c'est vraiment le cas. Les Jeux Olympiques parisiens, là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un grand projet inutile et imposé. Un grand projet urbain. Malheureusement, les forces sont tellement grandes que c'est très difficile de résister. Mais en tout cas, on constate de très nombreux jardins familiaux qui sont défendus. Et je l'avais d'ailleurs évoqué, cette idée de se battre pour le sol. Je pense qu'on en est là un peu aussi, hein, en tout cas dans les villes et dans les espaces qui sont des espaces publics, enfin en tout cas des terres à urbaniser, qui sont généralement privées, mais qui vont devenir des projets immobiliers. Il y a de grosses résistances. On peut parler aussi de Plaine de France, où il y a eu énormément de résistance sur les terres maraîchères, enfin sur les terres agricoles, pardon, c'est pas forcément du maraîchage. Alors sur Plaine de France, ils ont gagné, on peut gagner, mais peut-être vous connaissez mieux. Sur certains projets, je pense à un jardin partagé en plein Paris, je ne sais plus dans quel arrondissement, où effectivement c'était un projet transitoire avant l'installation d'une maison de retraite, alors qui était quand même utile pour le cas. C'était un petit jardin qui faisait, je pense, 50 mètres carrés, mais les habitants, les riverains se sont tellement mobilisés pour leur jardin, ça a tellement bien fonctionné, ça a créé un lieu de vie extraordinaire. L'association s'est mobilisée, les riverains se sont mobilisés, finalement le jardin est resté. Ils ont trouvé un autre emplacement pour la maison de retraite. Mais ça c'est un projet qui a bien fonctionné, mais à l'inverse, à Colombes de mémoire, il y a un projet qui était très intéressant avec l'atelier d'architecture autogéré. Ils avaient construit un projet vraiment intéressant avec toute une réflexion sur la question de la gestion de l'eau, du compostage. Ils ont investi les habitants. C'était un projet qui était temporaire, parce qu'il y a un projet de construction, un projet d'urbanisation qui était prévu. Là, pour le coup, ils ont fait, la municipalité a maintenu le projet, et je crois que de mémoire, ils ont construit un parking à la place du jardin. Là, c'est très dommage, mais le projet a été hébergé par une autre commune qui a accueilli justement ce projet. Donc, ils ont tout démonté, ils ont remonté dans un autre lieu. Comme quoi, le jardin finit par fonctionner, par gagner dans certains endroits, même s'il se déplace. Voilà, il y a des choses qui sont plus ou moins concluantes et des fins plus ou moins heureuses en fonction des projets. Vous avez bien montré les différents types de jardins qui correspondent à différents types de gouvernance aussi des jardins. J'aimerais savoir si ces différents types de jardins, à une petite échelle, ont déjà l'habitude de coopérer ensemble à bois, par exemple. Vous avez des partenariats entre un jardin privé, un jardin partagé, un jardin privé, familial. C'est difficile à dire. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des fois des jardins partagés. Les participants de certains jardins partagés ont déjà leur propre jardin, certains. Ils viennent là pour chercher autre chose, un espace plus grand à cultiver, un lieu de partage, surtout un lieu d'échange. Entre les jardins familiaux, il y a des liens qui se font par le réseau. Récemment, on sent qu'il y a ce besoin et cette envie de partager et de se mettre ensemble pour mutualiser, faire des échanges ensemble, ça peut être des trocs de plantes, de graines. Mais à ma connaissance... Parce que le réseau ne relie qu'à un type de jardin, c'est ça ? Alors, pour l'instant, c'est les jardins partagés qui sont plus visibles. On a inclus les jardins familiaux parce qu'effectivement, on en a un certain nombre sur le territoire. Maintenant, on pourrait aussi intégrer prochainement les jardins pédagogiques qui sont rattachés aux écoles. On est en train de faire tout un recensement de tous les jardins qui peuvent exister. Maintenant, les besoins et les attentes peuvent être un peu différents en fonction des jardins. Le jardin d'une école ne va pas avoir les mêmes vocations et les mêmes attentes qu'un jardin, bien que maintenant, les profils des jardins se recroisent un peu quand même, donc à voir dans les années à venir. Le réseau il est tout récent, donc je pense qu'on va voir les interactions et les synergies qui peuvent se créer entre les jardins dans les années à venir. Moi je pense qu'il y a une habitude de coopération entre jardins qui se ressemblent, certainement entre jardins remarquables ou entre conservatoires botaniques ou entre jardins familiaux. Mais là je trouve que ce qui est nouveau, c'est le réseau, le croisement de ces différents types de jardins, qui croisent aussi, et ça c'est peut-être intéressant de le dire, d'autres structures liées peut-être des structures en soutien des collectivités, c'était pas forcément le cas avant, des partenaires privés par exemple sur la question de l'alimentation, des lieux de transformation, des lieux de distribution qui n'étaient pas forcément reliés à ces questions de jardin. Donc moi je trouve qu'il y a ce qui est nouveau, c'est peut-être cette envie effectivement de coopérer, de s'associer et d'associer des gens qui sont
comme si la question jardinière était quand même une filière, était quand même avec différents acteurs à la suite et qui se complètent et pas forcément un monde en soi, quoi. J'ai l'impression, peut-être. Mais peut-être, oui. Oui, quand il s'agit strictement des jardins familiaux, partagés, etc., je pense que l'analyse est juste. En revanche, dans l'association des parcs et jardins en région centre, là, il y a absolument toutes sortes de jardins. C'est-à-dire qu'il y a les grands jardins historiques, il y a évidemment beaucoup de jardins de ville. Tours, il y a 4 ou 5 jardins qui font partie de l'association, si on peut dire, qui sont des jardins différents, les jardins botaniques, les prébendes, voilà, et les jardins de la ville de Blois, et aussi des gens privés qui ont leur jardin. Voilà. Et donc là, il y a effectivement, sauf les jardins partagés, les jardins familiaux qui fonctionnent sur un autre réseau, manifestement. Mais dans l'association des parcs et jardins en région centre, il y a vraiment une multitude de types de jardins, avec deux catégories, on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a les jardins ouverts au public, qui évidemment, si on se réunit dans une association, c'est pour discuter des problèmes qu'on a, des choses qu'on peut améliorer ou des actions qu'on peut mener ensemble. Donc les jardins ouverts au public ont forcément une problématique spécifique. Et puis plein de gens qui ont juste leur jardin, qui aiment les jardins et qui veulent soutenir l'association des jardins. Et puis on fait des voyages, des journées techniques, des formations ouvertes absolument à tout le monde, les propriétaires de jardins, les jardiniers, qu'ils soient publics, privés, ouverts au public ou non. Donc là, il y a une vraie, à part ces jardins-là dont on parle, il y a une vraie mixité des types de jardins. Oui, ça serait très intéressant, évidemment, de croiser ça. Mais c'est vrai que le fonctionnement de tout temps a été différent. Parce que les grands jardins historiques ou les jardins de ville, ce sont des systèmes installés avec, comment dire, chacun son histoire. oui, c'est ça. Et puis c'est des grosses machines, quoi. C'est des grosses machines. Alors que les jardins familiaux sont des grosses machines. Sont des grosses machines, mais avec plein de petits gens dedans. Voilà. Et donc c'est pas du tout le même mode de fonctionnement, je pense. Ça couvre des surfaces importantes, les jardins familiaux. Et quelquefois, ce qu'on a dit, dans des endroits dangereux pour eux, maintenant. Dangereux parce qu'ils vont être mangés, et, au lieu de donner à manger aux gens. Mais c'est un mode de fonctionnement complètement différent. Je ne sais pas si l'association qui les représente, à chaque fois c'est une association, pourrait faire partie de l'association des parcs et jardins en région centre et donc participer à toutes les activités qu'on propose. Étudier. Alors moi, je vois que vous avez apporté, Alix de Saint-Venant, un livre. Donc, puisque j'ai fait ma pub, est-ce que vous voulez nous dire de quoi il s'agit ? C'est coup de cœur. C'est coup de cœur. C'est sorti des presses. C'est sorti des presses la semaine dernière. C'est écrit par Arnaud Maurière et Éric Ossard, qui sont deux paysagistes français. Alors le livre s'appelle Manifeste du jardin émotionnel. Ce sont deux paysagistes français qui ont on va dire, commencé leur carrière à Blois, avant même la création de l'école de nature et du paysage. Et ils ont été aussi les premiers à intervenir à Chaumont, au domaine de Chaumont, et au Festival des Jardins, qui fête maintenant ses 30 ans. Et ils ont été les premiers, à ma connaissance en France, à mettre des légumes dans les plates-bandes des villes. Et la ville de Blois se couvrait de cardons et de grosses bêtes rouges et blanches et vertes et jaunes, etc., il y a 30 ans. Maintenant, ça paraît normal. Il y a des légumes partout dans les plates-bandes en ville. Mais eux, c'est vraiment les pionniers de ça. Et c'est un petit livre extrêmement sensible et émotionnel sur ce qu'ils pensent d'un jardin, ce qu'ils pensent d'un paysagiste. Il y a quelques petites pages formidables sur le métier de jardinier et de paysagiste.
Enfin, voilà. Bref, c'est un petit bijou. Et ils sont très intéressants parce qu'ils font des jardins dans le monde entier. Ils ont beaucoup vécu au Maroc, maintenant ils vivent au Mexique, ils ont fait des jardins au Brésil. Donc c'est aussi un peu voilà, c'est pas par le petit bout de la lorgnette leur réflexion. Et donc Manifeste du jardin émotionnel, je pense que c'est un beau livre. Mais justement, je peux me permettre tout à l'heure pour l'émotion dont vous parliez, et les légumes en ville. La fameuse histoire qui a défrayé la chronique locale des potirons au musée des Beaux-Arts. Je trouve normal les gens qui s'offusquent de ça. Parce qu'on est dans un endroit patrimonial, Dieu sait, c'est le musée des Beaux-Arts, il y a ce splendide set, il y a une très belle architecture, etc. Et c'est pas le fait qu'il y ait des potirons qui dérange les gens, c'est le fait que ça soit moche. Les gens veulent, dans les villes, tu as raison, du beau. Si on met des fleurs ou des plantes, c'est pour que ça soit beau. Entre autres. Mais beaucoup de gens réagissent encore comme ça. Et on les comprend. Et un jardin potager, par principe, c'est 99% des plantes annuelles. Et donc, il y a un moment où elles ne sont pas là, donc c'est vide. Il y a un moment où elles sont bébés, on ne les voit pas. Il y a un moment où elles sont à leur mieux et elles sont formidables. Et puis, il y a un moment où les feuilles fanent, surtout les potirons, vous voyez comment c'est, ça fane, le potiron, il est là de travers sur sa paille, il pourrit, et c'est pas beau. Et je trouve qu'on a droit à la beauté, en tout cas dans ces lieux-là. Et moi, j'ai vraiment ce problème-là dans mon jardin, où j'ai un jardin potager, où on mange ce qu'il y a dedans. En même temps, il est ouvert au public. Donc, il ne faut pas que ça soit moche. Sinon, on me dit, madame, le jardin est dégoûtant, vous avez vu votre potiron. Enfin. Mais ça va jusqu'au point que quand je fais une rangée de salade, mettons que je mette une Batavia tachetée, il y en a une magnifique qui est blonde avec des taches pourpres, j'en fais une rangée comme ça. Après ça, comme on la mange, au fur et à mesure, il n'y en a plus. On essaye de l'accueillir toujours une sur deux pour que la rangée reste belle à voir le plus longtemps possible. Donc il y a une vraie discussion là, entre. Ça doit aussi être beau. C'est un des rôles du jardin pour moi, même potager. Peut-être pour rebondir, peut-être que ça veut dire aussi qu'il faut changer de regard, ou en tout cas multiplier nos regards. Peut-être qu'il y a certains regards, effectivement, sur le fait qu'une terre nue, enfin nue, on essaie qu'elle ne le soit pas, mais disons une terre avec des légumes en fin de vie, c'est moche. Ça, c'est un jugement qui peut peut-être évoluer aussi avec le temps. Et je parlais je connais beaucoup moins la question des légumes, mais je parlais de la flore spontanée. La flore spontanée en ville, depuis que vous avez tous remarqué, j'imagine à Tours comme à Blois, que depuis que cette fameuse loi est passée, il y a énormément de plantes spontanées qui poussent sur les trottoirs. Et la plupart des gens appellent les services municipaux en disant c'est sale, c'est sale, c'est sale, c'est sale. C'est sale. Et du coup, on a vu arriver dès l'année suivante des gens, des agents de la ville, à quatre pattes par terre avec des petites binettes en train de se casser le dos ou à genoux, sans aucun équipement, pour gratter les plantes pour que ça soit propre. Mais on était en train de voir des gens s'abîmer. Donc, entre les deux visions, je ne sais pas laquelle on peut préférer. Et tout ça, à mon avis, c'était certainement un mauvais moment à passer, dans le sens où il faut certainement renouveler notre regard sur les plantes spontanées. Alors peut-être que nos aménagements en ville, ils ne sont pas faits pour ça, parce que finalement, il n'y a que les piqueries et les plantes qu'on n'aime pas, que les gens, souvent, on a fait quelques études là-dessus, n'aiment pas trop, qui font des fleurs très vite en graines et qui montent très très vite, et que les gens n'aiment pas trop, ils préféreraient voir quelques pâquerettes qui poussent elles aussi. Mais donc peut-être que c'est nos trottoirs qui sont en ce moment pas suffisamment bien aménagés pour accueillir cette végétation spontanée. Donc c'est peut-être aussi nos gestes qu'il faut changer en termes d'aménagement. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un regard qui va changer, ou qui doit changer, ou qui peut évoluer en tout cas sur la perception qu'on se fait du beau, du propre et du supportable. C'est un vrai travail de paysagiste pour le coup. Oui. Parce que c'est vrai que depuis la loi Labbé, il n'est pas question de désherber chimiquement. Donc tout et n'importe quoi pousse. Et là, c'est un vrai sujet pour un paysagiste. Qu'est-ce qu'on va choisir qui pousse dans des plantes qui vont pousser toutes seules? Voilà. On préfère ne pas avoir, excusez-moi, en ville, je préfère ne pas avoir d'ortie ou de chardon d'1,50 m, surtout quand je promène mes petits-enfants. En revanche, il y a des graminées qui arrivent à pousser sous les platanes et qui sont jolies, ondoyantes et même sèches, mortes, pas mortes, mais parce qu'elles sont vivaces en train de disparaître, sont belles. Et là, il y a un vrai sujet de choisir des plantes sauvages adaptées à ce genre de lieu. Et ça suppose d'avoir une très bonne connaissance botanique des plantes. Et c'est souvent un souci dans les écoles de paysage, c'est qu'on a du mal finalement à leur apprendre le végétal.
on apprend des tas de choses, mais pas tellement les plantes. Et pour en venir aux légumes en ville, c'est bien joli, mais si moi, vous mettez vos potirons sur la place de la préfecture ou de la mairie, là, j'irai pas les manger. Hein. J'irai pas les manger. Ils auront les gaz d'échappement des voitures toute la journée, donc je n'irai pas les manger. Il faut aussi penser, quand on parle potager, que c'est quand même pour se nourrir. Voilà. Et à Tours, il y a aussi tout ce qui est, je ne sais plus exactement l'expression, mais les trottoirs fleuris au bas des immeubles. La ville a fait des petits bacs où on peut mettre des plantes qu'on veut. Donc c'est vrai que c'est très agréable quand on se promène de voir ça plutôt qu'un trottoir vide. Bon, sinon, j'avoue que j'avais fait une collection de captures d'écran de posts Facebook anti-courge au jardin du musée des Beaux-Arts, parce qu'il y avait des réflexions que je trouvais vraiment drôles, mais intéressantes aussi, de voir justement sur l'idée de la perception de pourquoi les gens disent que c'est moche. Parce que, au-delà du côté qui, moi, m'amusait, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Cette idée de comment on s'approprie un espace aussi, comment... pourquoi on pense que telle plante n'a rien à faire là. Et je trouve que c'est intéressant. Alors, c'était pas de dire qui a raison ou qui a tort, hein, c'était pas vraiment ce qui m'intéressait, mais vraiment la perception des gens. Ouais, alors, dans ces cas-là, la seule chose à dire, c'est que c'est vraiment une question de médiation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens. J'ai un bel exemple chez moi. J'ai une charmille sur une terrasse très haute, très sèche, calcaire, plein soleil, dans lequel poussent, alors que c'est une charmille qui est taillée depuis le XVIIIe siècle, poussent 9 différentes espèces d'orchidées sauvages. Sauvages. Et un an sur 2 ou un an sur 3, je laisse tout ça monter à graines. Je tonds à peine les allées pour que les gens puissent circuler, mais tout le reste, je laisse l'herbe et les orchidées pour qu'elles puissent monter à graines, pour qu'elles puissent se reproduire par graines et non pas seulement par bulbille. Donc, pour qu'il y ait de la fécondation, la diversité génétique qui ne soit pas perdue, etc. Eh bien, on laisse évidemment les herbes pousser, elles jaunissent, parce que l'herbe est jaune alors que la graine de l'orchidée n'est pas encore mûre. Eh bien, les gens, là, pour le coup, redescendent en disant « c'est sale, madame ». Et puis, c'est dangereux, il doit y avoir des vipères, enfin, toutes les choses complètement stupides qu'on peut entendre. Mais en gros, votre jardin est très joli, madame, mais là, c'est sale. Mais j'avais jamais mis le moindre panneau. Maintenant, quand je fais ça, je mets un panneau avec les photos couleurs des 9 orchidées, leur nom latin, leur nom français, et je dis « les carrés de la charmille ne sont pas tondus car 9 différentes orchidées de pelouse sèche et calcaire, ils poussent. » Pour, etc. Enfin, j'explique. Eh bien, maintenant, les gens descendent, ils ne disent plus que c'est sale, ils disent « madame, c'est formidable, vous protégez vos orchidées. » Donc, vraiment, et alors en plus, en ville, où les gens, quand même, sont assez déconnectés, il faut expliquer. Pas de secret. On me fait signe en régie qu'il est temps de clôturer cet échange. Voilà, merci à nos invités et à notre public vaillant qui est resté là.